Amis pêcheurs à la mouche, on est de retour à la discussion avec notre beau tableau qui trône derrière nous. Alors, commençons à passer aux choses sérieuses. On était dans l'eau un peu teintée de la Dordogne où tu as fait tes armes. Et donc la suite logique, c'est de parler d'une autre rivière française, la plus pêchée, qui plaît à beaucoup de monde, qu'est la Touvre. Alors, tu as aussi débuté dessus, tu as performé dessus, c'est là que tu as fait ta pêche à vue, raconte-nous. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis originaire de la Vienne, donc un département sans truite. Donc j'ai appris à pêcher d'abord à la mouche en réservoir principalement. Donc je me suis entraîné à l'époque, il y avait Pescalis, il y avait l'étang des Chirons où il y avait énormément de très très grosses truites. Il lâchait des poissons jusqu'à 10 kilos. Donc c'était un truc de ma boule. Et puis bon, bah après du coup, j'ai eu le permis, tout ça. Et là j'ai commencé à vraiment bouger. Sur la Touvre parce que bon, la Dordogne ça me permettait à l'époque avec mon père, tu vois, de faire des petits week-ends. Mon père est pas pêcheur à la mouche, mais c'était pour passer des week-ends père-fils. Et après, bon, la Touvre, là, avec le permis, j'y suis allé. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un très très bon ami à moi, Emmanuel Brissonneau. Ah, oui, Donc, oui. Je vois souvent actif sur Facebook, il ouais, fait des belles photos, des beaux certains poissons lui. le connaîtront. Ouais. Et ouais, non, c'est d'ailleurs avec lui que je suis parti la première fois en Slovénie. D'accord. Ouais. Et juste pour le timing, parce que je sais que ça a bien changé les 20 dernières années, c'était plutôt 2000 pile ou 2010 tu as découvert de la Touvre? Parce que ça a changé. La Touvre, c'était en 2010. Ouais, donc il y avait Ouais. déjà une bonne petite pression de pêche. Parce que moi je sais que Marc oui. Minirou, il l'a connu tôt, très tôt. Putain la vache. Ouais, après, en fait, la Touvre, c'est un peu particulier parce que, bah, effectivement, ce qui fait qu'elle a une grosse pression de pêche, c'est que, bon, déjà, c'est une rivière qui est large. Il y a une densité de poissons qui est, enfin, hallucinante. Ou du moins qu'il l'était, parce que là, moi, ça fait un moment que je n'y suis pas retourné. Mais en fait, c'est la seule rivière pêchable de Bordeaux à Poitiers, quoi. Ouais, dans la région là, c'est pauvre. Donc, enfin, la seule rivière Ah, c'est un pêchable. peu un ovni dans la région, sur Angoulême. Ouais. Quand tu prends les alentours, c'est un truc de fou la résurgence. Y a rien. Là, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou alors, si tu vas avoir des petites rivières, qui découlent de certains barrages. Mais ça arrive même pas à la cheville de la Touvre. Ah non, non, bah ça va être des rivières en fait qui s'apparentent à des rivières de montagne, alors que pourtant on est en plaine. Et tu vas avoir des truites de 20 cm, quoi. C'est tout. Et toi, donc, du coup, t'attaques ça comment, à l'arbalète, à distance, au gamard? C'est pareil, raconte-nous ta pêche à vue. Enfin, peut-être à l'indicateur, je sais pas, sur la Touvre, un peu ta pêche de cœur, c'est quoi? Bah, forcément, la pêche en nymphe à vue, hein. La pêche en nymphe à vue. Après, moi, perso, j'étais quand même assez fan des parties un peu basses, où tu vois pas beaucoup de poissons, hein, clairement. Mais où, à une époque, il y avait des très, très, très gros poissons. Voilà. Donc, après, enfin voilà, toute la partie, bon, la Touvre, de toute façon, hein, Mais c'est assez court, non? De toute ouais, façon. c'est ça, elle fait 11 km, du plateau de Magnac jusqu'à un petit peu en dessous des canoës, tu dois avoir déjà ouais, un bon 4 km de rivière. Et après, sur les parties aval, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accès qui sont privés et très peu d'accès à l'eau en fait. Après, quand on les connaît, voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'après, le wading devient compliqué. Et même dangereux des fois parce qu'il y a des grosses poches de vase et la rivière est beaucoup plus profonde. Ouais, c'est trompeur, donc Mm. tu peux vite puiser et puis C'est faire de ça. la merde en waders. Donc là, ça va être plus de la pêche de bordure ou même à la rigueur avec un petit zodiaque ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, ça sort du wading, quand même. Bah ouais, je sais que à l'époque là, j'avais des potes là qui le faisaient. Alors je sais pas si c'était autorisé ou pas et si ça l'est toujours. Mais bon, en fait, il me semble qu'à partir du moment où il n'y a pas de moteur électrique, ça doit être bon, je crois. Parce que c'était avec les rames, on y allait et il n'y avait pas de problème, quoi. Et donc, en termes de mouches d'approche, c'est vraiment le gamard, c'est des tout petites nymphes, des grosses nymphes, parce qu'il y a tellement à bouffer, c'est encore la même histoire, quoi. Ouais, alors après, là-bas, le gamard marche très très bien. Après, bon, tu vois, enfin, je veux dire, on a des. Je vais parler de Jean-Marc Sommaret parce que j'ai regardé ton épisode de Parole de Moucheur. Vas-y, ça Et m'intéresse. Jean-Marc, en fait, il disait que en fait, on revient toujours au même. Et c'est vrai que finalement, bah, tu vois, je veux dire, une pheasant tail,
Ça fait toutes les situations quasiment. Ouais, mais attends, moi je te chope parce que ta Pheasant Tail pour pêcher à vue, ça va être une vraie Sawyer avec sac à l'air, petit dubbing discret, parce que des Pheasant Tail, il y a au moins 10 variations. Donc ta Pheasant Tail de pêche à vue, pour le coup, combien de lestages, quel montage, est-ce qu'il y a de la bille apparente Alors, en fait, tout dépend de où tu pêches. Après, moi, je sais que là bon, depuis que je suis dans l'Est, on a des rivières qui courent quand même un petit peu, que ce soit la Loue, l'Ain, etc. Donc, mis à part si tu pêches des gros plats lentiques, à la différence de Jean-Marc, par exemple, moi, j'aime bien lester mes nymphes, en fait. Alors, la dérive Ouais. est moins naturelle, mais c'est quand même prenant. Et en fait, voilà, je pêche avec des billes de 2 tungstène. Et sur la Touvre, c'est vrai que c'est une rivière où j'avais l'habitude de pêcher avec des nymphes sans billes. Où voilà, je faisais 5, allez, au pire 10 tours de plomb quand c'était un peu plus profond et que vraiment il fallait que j'arrive vite au fond. Mais c'est tout quoi. Ouais, tu mets pas de billes apparentes sur la Touvre aussi pour l'effet bit, t'essayes de cacher de lestage, quoi. Bah là, normalement, si tout se passe bien, à un moment donné, je devrais retourner vers chez moi et j'essayerai avec des billes, on verra bien. Et toi, tu cercles ou pas tes Pheasant Tail de pêche à vue? Parce qu'il y en a beaucoup qui les cerclent pas pour... Ah ouais. Alors en fait, moi je les cercle, mais je les cercle avec du fil de 10 centièmes. D'accord, ouais. Ouais, La un fil visibilité, fluoro ouais. de 10 centièmes. Tu gardes la juste pour, solidité. c'est ça. Ouais. C'est ça, juste pour tenir. Et puis bon, en fait, en général, je mets de la glu sur mon sous-corps. J'enroule mon faisan et je cercle donc dans le sens inverse pour bien emprisonner les fibres. Mais avec du 10 centièmes en fait, ou même du 8 ou du 7 centièmes. Là, j'ai du Varivas 7 centièmes que j'utiliserai jamais parce que je suis un bourrin. Et du coup, je m'en sers pour ça. Ouais, c'est bien, Voilà. comme ça, t'as l'invisibilité, parce que les gros cerclages épais cuivre dans les nerfs de courant, c'est bien, mais à vue, ça peut faire peur, ouais. Ça dépend, ça dépend. Il y a des nymphes qui fonctionnent très bien. Les cuivres, par exemple, tu vois, je vais parler de Nicolas Germain. Nico, il fait des cuivres qui sont hyper fonctionnels. Tu vois? Ouais, non, mais c'est une référence aussi, je suis tout Ouais. à fait d'accord. Ouais. C'est clair que dans l'école française de pêche en nymphe, la cuivre, Ah ouais. ça c'est clair que... C'est, après, voilà, en fait, il y a tout un panel de mouches qui fonctionnent. Mais c'est vrai que bah là, pour le coup, tu vois, dans ma boîte, j'ai une nymphe que à l'époque j'avais trouvée sur la Touvre. Et en fait, je l'ai reproduite. Parce que sur toutes les rivières à fond vaseux, cette nymphe, elle cartonne. On peut en parler un peu, Ouais. je regarde là. Ouais, on peut en parler. Attends, on montre comme ça, juste on va la décrire, il n'y a Donc, pas besoin de zoomer, tiens. on va regarder. Ouais. Tout ça, c'est mes gamarres pour la Touvre, là. Ouais. Tu vois, des gamarres très clairs, etc. Ces nymphes-là, là, tu vois. Voilà. D'accord. Ça, c'est la nymphe pour la Touvre qui marchait super bien. Tu vois, un peu style larve de tricot, Ouais, je vois ça, Qui est- c'est pas éphémère du tout, c'est qui plus est un tricot. Ouais. hyper lesté. Et en fait, ça imite un petit peu les verres d'eau qu'il y a dans la Effectivement. dans la Touvre. Et ça, je te jure, il y avait des moments. Là, il va nous faire un zoom, le caméraman. Hop, sur la boîte. Ouais, non, c'est intéressant, c'est une espèce de riacophile tricoptère. Voilà, ouais, c'est ça. vraiment intéressant. Et en fait, au départ, je la faisais toute blanche. Et un jour, j'ai dit, oh, je vais essayer quand même avec un petit peu de noir comme ça. Bah, le contraste, il est beau. C'est Ouais. souvent comme ça, hein, Et ils bah ont là- souvent la tête un peu noire, les tricots, les riacophiles. Ouais. Donc en fait, en plus, c'est tout con à faire. Hein. C'est un dubbing en tronc. Tu Ouais. vois, un dubbing en tronc jaune-beige. Et en fait, quand il est mouillé, ça a une couleur un peu marron, tu vois, un peu crasse, quoi. Et en fait, avec l'entron, là, ça fait un peu, genre, un peu laineux. Et du coup, t'as les fibres, et je pense qu'il doit y avoir un petit peu de vibration dans l'eau. Et ta carapace, c'est un gummy, enfin un caoutchouc classique ou c'est Ouais, quoi c'est un scudback. Hein. Ouais, c'est Scudback classique. Scudback ouais, classique. ouais. Ah, c'est vrai que c'est joli, ça, avec le sous-corps. Ouais, non, il y a de l'idée. Ouais. C'est vrai que quand c'est mouillé, un peu le couleur beurre, mais quand il est mouillé, ce coloris blanc sale, ouais, il fait un peu crasseux. Ouais, c'est Ouais. vrai que ça, c'est Et ça, intéressant. franchement, c'est terrible. Et en fait, je fais mes nymphes de mouche de mai pareil, avec le dubbing en tronc comme ça. Là, Ouais, elles sont exceptionnelles, tes mouches de mèche, j'avais vu. Ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant, ouais. Là, il n'y en a pas dans cette boîte. Merci, caméraman. Alors, moi, Vincent Abbayon m'a révélé un petit secret. Il pêche vraiment avec des Gamarosaurus sur la Touvre. Putain, franchement, je revenais pas au début. Ah oui. Ouah, mais j'ai dit, mais t'es un frappé, toi. Des gamars en taille 8, 6. Ouais. Ouais. Putain de gambas, quoi. Et franchement, ouais. Bah, en même temps, quand tu vois la taille des gamards qu'il y a sur la Touvre, voilà, c'est sûr que tu vas pêcher avec un 20.
si tu tombes sur un poisson qui est un peu méfiant, un peu chiant, oui. Mais en vrai, tu vois, je veux dire, elles sont toutes grasses. C'est des grosses cocottes. Ça m'étonne même pas, quoi. Et c'est quoi la couleur de gamard qui marche bien pour toi sur la tour? Et alors, ceux qui sont là, justement, dans la boîte, là, un peu clair. En fait, je les fais un peu de la même couleur. Alors là, pour le coup, moi, mes gamards, je les fais avec du CDC. Ah, c'est intéressant, c'est Ouais. bien mobile, ça. Ouais. Ouais, je fais du CDC beige. Et en fait, par contre, je mets pas de scud au-dessus. Et en fait, mon CDC, donc je le mouille un peu pour lui faire prendre la forme. Et ensuite, je mets tout de suite la couche de vernis dessus. Je le polymérise une fois. Et en fait, après, alors franchement, je mets des plombes à Ouais, les monter. j'imagine. Ouais. Parce qu'après, je le gratte au cutter pour le rendre bien, bien lisse. Je mets un petit coup d'humidifiant pour enlever vraiment l'espèce de couche blanche, là, tu sais, quand tu la grattes. Et après, j'en remets une autre couche de résine pour que le corps soit bien, bien lisse, quoi. Ouais, puis le cul de canard, c'est bien mobile. Puis Ah t'as ouais. t'as des bons coloris un peu sableux, crème, C'est ça, comme ça. Ouais, c'est exactement. Et puis comme je te dis, en fait, la nymphe en elle-même, tu vois, on monte des nymphes, et il y a des fois tu te dis, ouais, cette couleur-là, elle me plaît bien, etc. Et en fait, quand la nymphe est mouillée, finalement, ça. Ah c'est bah, pas toujours le bon rendu, tu vois, le Ah bah rendu ouais. que tu avais envie. Donc moi, j'aime bien, en fait, j'essaie une mouche. Et j'aime bien, tu vois, chez moi j'ai des lavabos qui sont blancs, tu vois, en porcelaine blanche, là. Ah ouais, pour voir le rendu. Ouais. Et en fait, je la plonge dedans, après je la fais bien tremper, et puis je regarde, et je me dis, ouais, là, ça me plaît bien, tu vois. Bah, ça, c'est connu avec le fil Gutermann, que tu connais peut-être. Oui, oui. Il faut vraiment les tester parce que t'as des olives qui changent dans l'eau, ils sont incroyables. Ouais. Quoi. Pour les Baitis Rodani, ils ont des teintes d'olives. Bah, Gutermann, c'est un truc de malade. Ouais, quoi. non, Les, c'est les clair, teintes, c'est- c'est impressionnant. C'est un truc de fou, ouais, c'est clair. Ah ouais, entre un olive clair, un olive foncé, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est un matériau vraiment intéressant. Ouais. Ah ouais, non, mais après, c'est. Au niveau du montage de mouches, de toute façon, comme Jean-Marc il disait, hein, on n'a rien. Enfin, j'aurais jamais la prétention un jour de dire que j'ai inventé quelque chose. Toutes les mouches ont été faites. Après, moi, il y a des mouches que j'ai faites. À la différence de, je pense, plein de gens. Déjà, moi, je regarde pas les magazines de pêche. J'ai jamais regardé. J'ai appris à pêcher tout seul. Donc, j'ai des défauts de pêche. En plus, je suis gaucher. Donc, déjà, des amis pêcheurs à la mouche gaucher, j'en ai pas 50, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que je sais pas pêcher en envers. Parce que je pêche que les berges que personne ne pêche. Alors, j'ai pas eu trop Tu fais besoin. plus de terrain, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est ça, je fais plus de terrain. Mais au final, voilà, on n'a rien réinventé. Et puis après, bon, bah voilà, il y a des trucs qui sont plus prenants que d'autres. Ça dépend des rivières. Tu vois, sur la Dordogne, par exemple, je vais utiliser des billes tungstène couleur cuivre ou doré. Il y a plein d'endroits, genre chez nous, dans l'est de la France, une bille cuivre dorée qui brille à mort. Ouais, ça fait un peu épouvantail des fois. C'est Ouais, un peu compliqué, tu vois. Sur les ombres, ça peut le faire. Mais ouais, sur les trucs, c'est un peu plus compliqué. Mais je voulais te demander un truc sur ces rivières suréduquées. Moi, j'ai un peu voyagé aussi en Amérique. J'ai vu qu'ils pêchaient énormément aux streamers. Et il y a 10 ans, je me disais, oh, c'est une pêche de bourrin, tout ça, machin. Et moi, j'ai redécouvert la pêche aux streamers à vue sur des poissons vraiment emmerdés par les nymphes, tout ça. Et c'est quoi ton avis à toi? Parce que j'ai beaucoup de bons qui défilent, qui sont vraiment, vraiment accrochés à la pêche en nymphe, en dérive. Mais il y a toute une belle pêche aux streamers à vue. Pourquoi on ne le fait pas sur la Touvre, sur la Sorgue, avec vraiment des streamers chiadés, en marabout, en lapin avec... Je parle pas de la pêche de streamer comme ça à l'américaine. Et c'est vrai que toi, Cédric, Somaré, Rig, Jacquemin, vous sortez des fois le streamer. Mais pourquoi sur la Touvre, si tu as vraiment des beaux streamers bien foutus, réalistes, pourquoi on passe pas à cette pêche à vue aux streamers pour les déclencher, ces grosses truites? Pourquoi s'accrocher tout le temps à la nymphe au final? C'est vrai, t'as raison, c'est une bonne question. Après, là-dessus, je peux pas trop dire parce que moi, je suis pas un grand pêcheur au streamer. Tu vois, je pêche rarement au streamer. En général, en fait, le streamer pour moi, c'est vraiment l'arme de début de saison quand je suis, tu vois, parce que moi, je suis fly only. J'ai des amis qui pêchent très bien à la mouche, mais qui, à l'ouverture, vont faire du toc jusqu'à ce que les niveaux des rivières soient bons, etc. pour la pêche à la mouche. Et en fait, comme moi, je suis fly only, bah, le streamer, pour moi, c'est soit de 6, soit intermédiaire avec une pointe plongeante pour aller racler le fond. Après, il y a une technique pour prendre des truites au streamer, je pense. Enfin, c'est pas tu lances et tu ramènes. Faut quand même passer des postes, Moi, des trucs. clairement, Cédric, avec son truc de streamer mort, en fait. Ah oui, la dérive inerte. Voilà, Ouais. bah, Ah oui, c'est-à-dire ça qu'après, ça marche. t'es à la même histoire qu'à la nymphe, mais c'est vrai que c'est un peu sous-coté les dernières années, parce que tellement on les tabasse avec des nymphes, Ouais. que des fois tu reviens, même avec une grosse sèche, j'ai envie de dire, ça se trouve, une truite martelée en nymphe, elle prendra plus une grosse montana ou un streamer,
parce que tellement on les matraque, tu vois, on est nymphes, nymphes. Alors qu'un beau petit verron, un chabot ou un rotangle ou un chêne, en fait. Tu sais, quand tu me parles de ça, en fait, Ouais. on est sur la Touvre et en fait, je me rappelle de mon, c'est mon binôme de pêche. Hein, il va tout le temps avec moi en vacances. Maintenant, j'habite loin. Il est originaire de la Vienne, comme il habite à côté de chez mes parents. Et on partait tout le temps. Avant, on allait tout le temps à la pêche ensemble. Maintenant, j'habite dans l'Est, donc en fait, on se fait 2 semaines de vacances à l'année. Mais avec lui, on l'a poncé la Touvre, tu vois. Puis comme la Touvre, c'était à 1h30 de chez moi, mes parents avaient un camion aménagé. On y allait pendant 3 jours, on dormait dans le camion, là, comme des sourds et tout. Et une fois, je me souviens, on était devant la salle Marcel Pagnol, tu vois. Donc l'endroit où t'as tous les mecs qui viennent pêcher. La Mecque de la Touvre. Voilà, la Mecque de la Touvre. Et en fait, il y a un endroit, il y avait, je sais pas, il y avait 30 truites, tu vois, qui sont dans un espèce de courant un peu profond, là. Et puis moi, je les martelais en nymphe à vue. J'arrivais pas à en faire bouger une. Puis tu sais, quand tu pêches en nymphe à vue et qu'il y a plein de poissons, c'est compliqué. Parce que du coup, t'arrives pas à te focaliser trop bien sur un poisson. En plus, elle bouge, tu sais, elle se dérange. Donc c'est compliqué. Et là, j'ai mon vieux Fab qui arrive. Il me dit, ouais, attends, je vais essayer un truc. Il me sort une mouche. Tu sais, genre. Le tromblon. Ah ouais, je te jure, une espèce de mouche de mai bizarre. Un mode, tu sais, grosse peute, mais un truc en hameçon de 6, quoi. Et premier posé, clouc. Il a pendu. Et là, je dis, attends, c'est quoi le délire là? Et là, hop, en plus, il dit, ah putain, merde, je viens de la décrocher. Il relance. Ah, pendu. Et je sais pas, il m'en prend 5 ou 6 comme ça, alors que moi, j'arrivais à rien, tu vois. Et pour le coup, il était avec un espèce de truc qui ressemblait à rien. Et même lui, il me le dit. Il me dit, c'est un sketch, cette mouche. Moi, j'ai un gros trip sur les sangsues les derniers mois. Et je suis persuadé que les grosses farios en rivière, elles bouffent des sangsues. Il y en a plein, Oui. des grosses sangsues noires. C'est pareil, c'est des choses sous-cotées. Tu vois, les escargots, les sangsues, c'est des terrains sur lesquels on va jamais parler. Et j'ai entendu des histoires sur les escargots d'eau douce. Putain, et moi j'en ai vu, hein. J'en ai vu des truites bouffer des escargots d'eau douce à faire péter les coquilles. Et ça, c'est un casse-tête parce que comment tu présentes un escargot, quoi. Et quand elles sont là, je suis sûr que t'en as déjà vu aussi, quoi. Ah oui, bah puis j'ai vu des truites bouffer des écrevisses. Puis des grosses écrevisses. Ouais, parce qu'à un moment, c'est vrai que quand tu reviens sur des truites de 60 qui font 2, 3, 4 kilos, mais putain, tu vois la gueule que ça a. Et on est jusqu'au boutisme des nymphes en taille 20. Mais à un moment, tu te dis, putain, faut de la viande. Enfin, C'est ça. tu vois, par la performance, on est tous là à se ramifier sur micro-nymphes, alors qu'en fait, des fois. Après, pour le coup, moi, je suis pas, tu vois, je suis pas un adepte de la micro-nymphe. Parce que, bah, comme je t'ai expliqué. Ouais, en contraste avec Jean-Marc Sommaré qui m'a Ouais. quand même impressionné sur la taille des nymphes. Ouais, Ouais, mais enfin, il est vraiment impressionnant là-dessus. Puis en plus, là, pour le coup, je pense que c'est pareil. C'est une machine de pêche dans le sens où déjà, lui, il pêche comme moi, assez gros, tu vois. Et il arrive à faire des dérives parfaites. Alors C'est gros en nylon, tu veux dire. Ouais, en nylon, ouais. Et il arrive à faire des dérives parfaites avec des micro-nymphes. Et moi, justement, je descends pas trop en diamètre de fil parce que, comme je t'ai expliqué en off, moi, voilà, je le redis, hein, je suis un bourrin. J'ai tendance à ferrer fort. Et enfin, tu vois, en 10 centièmes, je casse une fois sur deux au ferrage. Donc ça m'énerve. Donc en fait, moi, je pêche en 14, tu vois, Non, quasiment mais toute l'année. j'aime beaucoup avoir des gens qui m'indiquent leurs préférences clairement, comme toi, tu dis que t'es un bourrin et tu l'assumes, tu peux avancer. Ah oui, oui. Sommaré, ce que j'ai bien aimé quand je l'ai piégé et je lui dis alors comment tu vas pêcher la Haute-Seine avec des bouillons comme ça super profonds et tout, il me dit bah je pêche pas ça, c'est pas ma pêche de cœur quoi. Mm. Et je trouve ça intéressant des fois de se dire non, ce que j'aime c'est les belles dérives souples et tout. Comme un gars qui habite dans le Drac ou en Haute-Savoie, bah il aimera taper de la bille derrière les cailloux et c'est ça qui est beau. Des fois aussi faut assumer aller faire ce que tu aimes. Alors que la Haute-Seine, moi, j'adore pêcher les gros bouillons aussi, tu vois. Ouais voilà, t'es plus polyvalent, hein, c'est sûr. Bah après, bon, voilà, c'est des pêches. La Haute-Seine, par exemple, bon, voilà, c'est des pêches d'ombre. Donc, déjà, il y a des grosses truites. Là, pour le coup, tu vois, je veux dire, je pense que les grosses truites de la Seine, c'est vraiment tendu, compliqué. Ah ouais, c'est Ouais. tendu, ça rase. Ouais, Et vraiment. elles sont tendues celles-là par nature ou par la fréquentation ou la hauteur des berges peut-être les herbiers c'est compliqué sur la Haute-Seine. Je sais pas, mais c'est poisson, je te jure. Moi, je Ouais, me je suis sais vu qu'elles sont à tort d'être, attaquer celles-là. un poisson 15 mètres derrière. Alors déjà 15 mètres en nymphe à vue, tu sais ce que c'est déjà très très loin, tu vois. Je te jure, je pose. En plus, je pose avec une micro-nymphe, machin et tout. Je me dis, ouais, nickel. En plus, je vois, ça fait un tout petit plouc, tu vois. Et le plouc, il était 2 mètres au-dessus du poisson. La nymphe arrive, je vois la nymphe qui passe, tu vois. Enfin, je visualise ma nymphe qui passe. La nymphe passe, la truite, elle se barre direct. Je dis, waouh,
Attends, je suis à 15 mètres derrière le poisson, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est des vrais salopes, comme on dit. Bah ouais, en fait, après, c'est un peu compliqué parce que tu vois, par exemple, sur la Touvre, pour le coup, et alors, ça, par contre, c'est mon impression, et voilà, hein, c'est ce que j'en vois, tu vois. Bon, comme tu sais, moi, j'ai pas une rivière. Moi, C'est vrai que tu ouais. bouges, toi. Bah, en fait, moi, tu me fais pêcher 4 jours la même rivière, ça me gonfle, en fait, tu vois. Il y en a qui adorent. Un coureur de rivière, Ouais. toi, tu changes d'endroit, c'est bien ça. Mais ça forge, hein. Moi, je suis pour ça. Hein. Ouais, mais il y en Enfin, moi, j'aime pas pantoufler sur une rivière non plus pendant des années. T'as des rivières de cœur, mais à un moment, c'est ça. Bah, après, en fait, il y en a qui adorent. Tu te crois prophète en ton pays, quoi. Ouais, après, c'est pas forcément ça, mais c'est qu'il y en a qui adorent. Tu vois, par exemple, chez nous, en Haute-Marne, on a Richard, mon vieux Rich. Ouais, il pose tout le temps la même rivière. Tu le sors pas de sa rivière, quoi. Tu vois. Et alors, il s'y met un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai que. Et puis bon, j'en connais d'autres, Guillaume, tout ça. Et en fait, ils sortent pas de leur rivière. Et alors, je sais pas comment ils font, parce que moi, tu vois, pêcher le même linéaire tous les jours, toute l'année. Ah, puis pendant 10 ans, par exemple. Moi, ça me donne envie de vomir, quoi, tu vois. Ouais, à un moment. Et tu vois, par exemple, en plus, j'habitais à côté de la rivière que Rich pêche. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai déménagé, je suis à 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, c'est que dalle, hein. J'y vais même plus, tu vois. Par contre, là, je te tiens sur Richard et j'ai une super question qui va intéresser beaucoup de monde. Il pêche sans épuisette. Ça me sidère. Je critique pas, mais moi, je pourrais jamais pêcher sans épuisette. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que moi, personnellement, je pourrais jamais faire ça, quoi. Enfin, j'arriverais même pas à gérer une 50 ou une 60. Enfin, j'y arriverais, mais dans un bazar. Donc, c'est quoi ton avis là-dessus sur ceux qui pêchent sans épuisette? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Richard. Mais pour le coup, Richard, je pense qu'il pêche pas tout le temps sans épuisette déjà. Et par contre, Richard, je sais pas, il a un truc. C'est-à-dire que quand la truite, elle arrive. Ouais, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des trucs. Jure, il la prend, il la lève, juste comme ça, il la maintient comme ça, tac, il la décroche, et il la remet à l'eau. Tu fais, waouh, mais elle a même pas bougé, mais rien, il a peut-être ça parce qu'il a beaucoup pratiqué sans épuisette, parce que nous, on a toujours la du vent. Donc s'il l'a aussi, peut-être que pendant des années... c'est une question intéressante, hein, pêcher sans épuisette. C'est aussi laisser une belle chance aux poissons. Hein. Ah bah tu laisses une très belle chance aux poissons, effectivement, parce que surtout, enfin tu vois, par exemple, moi je fais partie des gens, un combat avec une truite, moi faut pas qu'il dure longtemps, parce qu'en fait plus le combat il dure longtemps, plus t'as des chances de décrocher ton poisson. Oui, tu vois, j'ai vu ça, tu m'as montré une truite de mer ramenée en express en 10 secondes. Là. Ouais, bon après là, elle faisait la machine à laver, c'était facile, tu vois, donc j'en ai profité. Mais c'est vrai que moi j'aime pas que le combat il s'éternise, parce que si le combat il s'éternise, tu vois, en fonction de la taille du nylon que t'as, etc., le poisson, la taille qu'il fait, ton nylon, au bout d'un moment, il se tend, et puis en fait il finit par devenir cassant, parce qu'en fait il est trop étiré, tu vois. Et c'est le même principe sur... quand tu pêches un poisson, le combat dure longtemps, tu vois, le poisson se débat, machin, et au bout d'un moment, il suffit que ça se déchire un petit peu ou quoi que ce soit, et des fois tu vas décrocher un poisson de malade parce que, tu vois, par exemple, typiquement sur les grandes rivières, souvent les gros poissons, ils ont tendance un peu à partir à l'aval, tu sais. Soit tu les piques dans un trou, ils restent dans un trou, ou alors ils descendent plein aval. Mais moi, quand ça descend plein aval, les gens, des fois, ils me voient faire, ils disent, mais qu'est-ce que tu branles? Des fois, je cours comme un taré, parce qu'en fait, j'essaye de doubler le poisson pour me remettre derrière, parce que, en fait, je veux surtout pas que le poisson parte à l'aval. Un poisson, pour moi, qui part trop à l'aval, qui te prend 30, 40, 50 mètres, pour moi, c'est un poisson quasiment perdu. C'est une stratégie, puis t'as d'autres pêcheurs qui restent droits comme des piquets, et qui gèrent ça comme ça. C'est une approche, quoi. En fait, je pense que sur des poissons de 35-40, il n'y a pas de problème. Ouais. Quand tu commences à monter sur des gros poissons, clairement, si tu suis pas celui qui dit ouais, bah voilà, c'est quelqu'un que ça embête pas de perdre un poisson, mais moi, je fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup en fait de temps de pêche, parce que j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Et en fait, quand je vais à la pêche, j'aime pas louper mes occasions. T'as une forme de rentabilité à assumer, quoi. Ouais, pas forcément une rentabilité, mais par contre, j'aime pas louper mes occasions, tu vois. Quand je vais à la truite de mer, tu vois, en plus, bon, c'est assez loin de chez moi, etc. J'arrive à en faire entre 10 et 20 par an. Là, par exemple, cette année, j'ai trouvé que mon année était nulle parce que, en fait, j'ai décroché plein de poissons. Parce que cette année, j'ai l'impression que les poissons, ils avaient un comportement complètement différent des autres années, tu vois. Ils rentraient dans les herbiers alors que d'habitude, ils rentrent jamais dedans. Puis quand elles te font des zigzags dans les herbiers, t'as un poisson de 6 kilos qui fait zigzag dans les herbiers. Tu peux t'en 25 centièmes, hein, tu te ferais éclater pareil. Et justement, tant que je te tiens là-dessus, qu'on dise un peu à nos auditeurs en termes de nylon sur les truites, les ombres classiques et migrateurs. Alors, t'es sur quoi déjà? Sur pêche classique, truite fario et ombre?
moi, je pêchais beaucoup avec le Frogger. Donc, c'est Cédric qui m'a fait aller sur le Frogger. Avant, quand je pêchais la Dordogne, j'étais très très fan du Stroft. Ah ouais. Ouais. En plus, bon marché, le Stroft. Ouais, bon marché. Et puis, c'est surtout qu'il est surestimé. Donc, en fait, tu vois, je pêchais avec un Stroft en 12. Ça fait 15 centièmes. Incassable. Voilà, c'était très bien. Tu mets ceinture et bretelles, là. C'est Stroft surcoté. Non, mais ouais, après, Cédric m'a fait goûter au Frogger. Le Frogger est super bien, surtout le fluoro, parce qu'en fait, que ce soit nylon ou fluoro, c'est un nylon qui est hyper élastique. Donc, pour les pêches à vue, où justement, souvent, on est un peu, tu sais, des fois, t'es un peu surpris, t'as pas eu vraiment le bon timing, donc tu vas faire un peu plus fort ou quoi que ce soit. Surtout moi, le gros bourrin, tu vois. Et je trouve que c'est pas mal. Et là, en fait, du coup, comme je suis chez ambassadeur pour la marque Guideline en France On va en parler après, c'est vrai. depuis janvier, j'utilise aussi le fluoro Guideline et le nylon Guideline. Et en fait, c'est aussi des très très bons nylons. Voilà, parce que j'en suis content. le Frogger, on l'appelle le nylon des riches. Non, je fais une blague. Ouais, enfin, ça pique un peu, ouais. On va être honnête. Oui, à l'époque. La pointe à 10 euros. Ouais, non, mais c'est presque ça. Mais c'est que si tu veux, en plus, quand tu pêches à vue, t'as tendance quand même à souvent refaire tes pointes, machin. Moi, des bobines, j'en passais 5-6 par an, quoi, tu vois. Donc, ouais, 5-6 par an à 15 balles la bobine, au bout d'un moment. Moi, je rigole parce que j'interviewe que des bons. Et les nylons, ils changent à chaque fois, quoi. Un coup, c'est le Devo, un coup, c'est le Frogger, un coup, c'est le Rio. Et que des excellents pêcheurs, quoi. C'est là que quand tu confrontes le matos, c'est aussi des croyances, quoi. Après, attention. Moi, je veux vraiment pas. Tu vois, je fais pas partie des excellents pêcheurs. Moi, je suis juste un pêcheur. J'aime la pêche. Je pourrais peut-être devenir très bon, mais si j'avais plus de temps, tu vois, il me faudrait du temps. Parce qu'à un moment donné, je pense que pour devenir bon, il faut passer du temps au bord de l'eau. Et je pense que j'en ai pas assez pour être bon. J'arrive à me débrouiller, à me faire plaisir au bord de l'eau. Pour moi, c'est le principal, tu vois. Je me considère pas tu comme, sais que quand on fait l'analyse plus loin, la pêche à la mouche, c'est le seul loisir à espérance positive. C'est-à-dire que même celui qui est nul, s'il passe beaucoup de temps au stade comme au foot à la pêche, à un moment, il fait du poisson. Oui, c'est sûr. Ça dépasse tout. Et c'est ça qui est fou dans la pêche, c'est que la seule solution qui est sûre, si tu veux prendre des grosses fariotes, tu y vas tout le temps. À un moment, c'est sûr que tu vas être bon parce que tu vas en faire une. Ah bah c'est ça. C'est frustrant, quoi, des fois. Parce que tu peux pas pratiquer comme au stade. Les mecs qui font un sport lambda après le boulot à 19h, je vais au stade pratiquer. Mais nous, la nature, elle te dit non, aujourd'hui, tu pratiques pas, tu vois. C'est ça. Style, non, il n'y a plus pendant 15 jours en Slovénie, tu pratiques pas, tu vois. Puis t'as des coups de chance. Ouais. Après, en Slovénie, l'avantage qu'il y a, c'est que s'il pleut très fort, ça monte très vite, mais ça descend très vite aussi. Ouais. En 4 jours, ça devient pêchable. Donc ça, c'est cool. Et donc, du coup, la Touvre, alors merci pour ton point de vue là-dessus. Et j'aimerais continuer sur l'Espagne, dont tu m'as parlé, qui a une grosse tendance. Et du coup, plutôt donc l'Orbigo, le côté Léon, tout ça. Parle-nous un peu de ta découverte de tout ça vis-à-vis de tes pêches classiques. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu sur tout ce qui est côté Léon Alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que déjà, la région de Castille et Léon, c'est une région qui est très peu peuplée, en fait. Donc, c'est un peu désertique, tu vois. Et par contre, en fait, ils ont vraiment un côté préservation des rivières. C'est-à-dire que, bon, là-bas, il y a quand même de l'agriculture intensive en plus, c'est des régions très sèches. Donc, ils arrosent à foison. Et en fait, là-bas... Et il reste de la flotte, quand même. Et en fait, là-bas, ils ont des lacs de barrage, mais c'est pas pour faire de l'hydroélectricité, c'est pour l'arrosage. Point. Waouh. Et en fait, ça crée que des tailwaters. Ah, donc c'est pas du tout la même approche que chez nous, quoi. Ah non, non. En fait, l'hiver, les rivières, elles sont à 3 mètres cubes. Donc, en plus, un niveau parfait pour la repro. Et à partir de juillet, quand ils commencent à arroser, en fait, il y a plein de déviations de canaux, en fait. Où, en fait, tu prends la rivière au cul du lac, au lieu d'être à 3 mètres cubes l'hiver, au mois de juillet, c'est 50 mètres cubes, 55 mètres cubes. Donc, ça crache. Et tu vas à 10 km en aval, t'as plus que 15 mètres cubes parce que ils ont pris 40 mètres cubes pour l'arrosage. D'accord, donc il y a une gestion de la ressource différente. Et les poissons en eux-mêmes, donc il n'y a pas d'ombre. Hein, là, on est que sur de la truite. Ouais. Et t'as approché ça comment? Alors, c'est quand même assez difficile apparemment. Ouais. En fait, c'est difficile, mais c'est difficile parce que je pense que c'est du poisson sauvage, déjà. Tu vois, ils ont une gestion un peu patrimoniale comme la gestion qu'on a en France. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est une rivière, t'as pas d'éclosion, t'as pas de poisson. Mais vraiment. Et tu te demandes où est-ce qu'elles se mettent.
Ah, tu veux dire, quand les insectes sont pas dans l'eau, les poissons ils sortent pas, quoi. Ah bah ouais, c'est un truc de fou. Et puis vice versa, quand il y a une grosse éclosion, Ah, tout le monde est puis quand dedans. ça sort, c'est débile. Mais débile. Moi j'ai vu le premier jour où on est arrivé, il y avait une éclosion de petits moucherons là, des trucs tout petits. Sur 50 mètres, t'avais 60 museaux dehors. Ah ouais. Ouais, un truc de débile. Puis t'avais toutes les classes d'âge. T'avais des machines de 20 qui gobaient comme des machines de 70 quoi. Et là, c'est des eaux plutôt sombres, c'est cristallin, ça pêche à vue, c'est. Ça pêche à vue, pas partout, mais ça pêche à vue. Et puis surtout, ça pêche en sèche, quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est sûr que ça manque les dernières années. Ah ouais, c'est pas mal. Puis bon, c'est une personne qui est devenue un très très bon ami qui m'a emmené là-bas. Et qui est une légende de la pêche. François Parbeau, Ah oui, très connu. Ouais. c'est vraiment un gars génial. Et ouais, il m'a emmené là-bas. Enfin, moi, il m'a fait halluciner, quoi. Bah, les coins de l'Orbigo, c'est quand même, quand t'es un peu dans la mouche, l'Orbigo, ça sonne, quoi. C'est légendaire, quoi. Ah ouais. Et puis bon, bah voilà, il m'a fait découvrir un peu ça. Et c'est vraiment sympa, quoi. Puis Alors, l'Orbigo, pas si c'est une belle difficile rivière. que ça, quand ils sont dehors, les poissons, quand t'as la bonne mouche classique, ça passe, ça prend. Ouais. En fait, c'est des poissons qui vont t'obliger un peu une bonne présentation, une technique, parce que les Espagnols sont très très bons en infophile, mais pas que. Donc, Ouais, c'est ça le cliché qu'on a. On croit Ouais. que Non, tu non, maîtrises non. un peu la nymphe à vue là-haut, ils sont là, l'espagnol. Toi, t'arrives avec ta nymphe à vue, tu. non, ils pêchent aussi bien en nymphe à vue. Alors, il y en a moins de pêcheurs en nymphe à vue, mais il y en a qui pêchent en nymphe à vue. Et ils pêchent à vue à distance, comme toi, long bas de ligne, machin, style français, ouais. Pareil. Ouais, c'est un cliché qu'on a, ça, en fait. Ouais, Qui tape la bille partout, en fait, c'est pas ça. Alors, en fait, ils ont toujours. Les trois quarts des Espagnols qu'on croise, c'est des mecs, bon bah voilà, déjà c'est quasiment que des mecs qui s'entraînent pour la compétition, parce que là-bas, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc c'est en fait, populaire, la ils ont compétition. leur canne en infophile dans le waders, et puis ils ont leur canne en sèche si ça gobe. Il y en a quelques-uns qui pêchent en nymphe à vue et qui pêchent très très bien. J'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a qui pêchent très très bien. Ouais. Ouais, donc t'as pas vu de modèle vraiment spécifique à la région du Léon. C'est une fois de plus pareil du classique, faut pas qu'elle t'ait vu, faut que ça dérive bien, il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Et puis après, puis c'est que t'as une densité de poissons pas mal. Quand ça se met à gober, des fois il y en a qui sont cons, hein. Elles sont un peu chiantes. Et en fait, c'est des truites, c'est un peu bizarre parce que c'est, tu sais, la souche du Léon, c'est une souche de truite un peu bizarre. Des truites un peu style Lennox, tu vois, avec une petite Ouais, bouche ils un ont peu. des petites bouches, ces Ouais. poissons, elles sont singulières aussi. Et alors ça, putain, la première fois, j'attaque 3 poissons en sèche, je ferre 3 fois dans le vide. Je dis putain, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est juste que il faut retarder un peu plus le ferrage parce que comme elles ont une petite bouche, bah c'est un peu chiant et du coup bah, elles se piquent pas. Faut vraiment retarder le ferrage et même en nymphe à vue. En nymphe à vue, si tu ferres trop tôt, tu sais, nous on a l'habitude de ferrer vraiment dans le timing quoi. Là, tu ferres trop tôt, Et t'as tu la foires. t'as aussi apparemment un beau panel de rivières là-haut assez large avec des noms qu'on citera pas. Mais il y a pas que un truc principal, l'Orbigo, il y a un beau réseau. Bah, en fait, tout ce qui. C'est marrant, mais en fait, au final, l'Espagne, je pense qu'il y a plein d'endroits. Après, nous, on a pêché principalement l'Orbigo, il y en a d'autres. Mais effectivement, il y a plein d'endroits qui, je pense, sont très intéressants. Très intéressants. Après, en fait, bah, il faut prospecter. Et puis, bon, bah, le problème qu'il y a, c'est comme tout, hein, pour prospecter, il faut du temps. Et tant que je te tiens là-dessus, parce que genre, j'en ai parlé avec Vincent Abellon, est-ce que tu vois c'est qui le fameux Paquito en Espagne qui pêche ces. Tu vois pas Oui. les fameuses truites incroyables là? Oui. Ah, ça te dit quelque chose Oui. ça? Mais juste, c'est quoi ces truites? C'est des lacustres en fait. Vous cherchez sur Google, vous tapez Paquito, Trout, Spain. Ouais. Je pense qu'ils tombent facilement. Et Et en fait, elles viennent d'un énorme lac, c'est des lacustres, ces non, truites spécifiques. C'est quoi? c'est des truites du Rio Tormes. Voilà. Ouais. Et ça, tu l'as fait? Non, parce que c'est quasiment impossible d'y aller en fait. Parce que l'endroit où ils pêchent, c'est un endroit où c'est un coteau, mais c'est un coteau avec tirage au sort. Donc en gros, si t'es pas. Ah, ok, c'est juste techniquement l'accès, il est. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais, mais attends, ces grosses truites singulières qu'on voit avec les espèces de points rouges osselés, c'est les une points- rivière lacustre. Enfin, c'est quoi ce bordel? Non, c'est vraiment la souche de truite propre à cette rivière. Ouais. C'est un truc de malade. Ouais. Ouais, elles sont Elles interstellaires, sont les magnifiques. truites là. Ouais. C'est un truc de malade ça. Ouais. Mais bon, ça c'est pareil, tu vois, c'est des trucs où ça fait rêver tout le monde, hein, c'est sûr. Mais là, pour le coup, si t'as pas le budget, tu y vas pas quoi.
Ah, c'est aussi au-delà de la loterie le but, quoi, de pouvoir se payer la place sur le Rio Tormes, quoi. Ouais. Bah, il y a des endroits où tu peux pêcher le Rio Tormes sur des libres, etc., mais tu feras pas de poisson. Ouais, oui, c'est Parce qu'il y en l'histoire a des pas. coteaux. Là, pour le coup, il y en a vraiment pas. C'est vraiment, en fait, il y a des coteaux spécifiques où ils ont une gestion un peu, voilà, et après, tu vas redescendre. Et en fait, ce coteau, en plus, il est déjà bas sur la rivière. Donc, en fait, au-dessus, tu dois avoir un coteau qui est pêchable, mais je sais même pas comment on fait. Et puis après, en dessous, tu es en partie cyprinidé, quoi. Donc là, tu as déjà beaucoup moins de truites. Si ça, c'est une robe native, là, celle du Rio Tormes, je pense pas que c'est une robe magouillée, c'est vraiment singulier. Ouais, hein, comme ouais, c'est vraiment la robe. On parlait propre, des grassettes des zébrés, mais là, quand on regarde sur Google, ouais, tu mets Trucha, Rio Tormes, tu les vois. C'est vraiment une robe avec presque du carrelage et tout, c'est impressionnant. Et sur le Tormes, en plus, ils ont fait un truc, il y a des huchons sur le Tormes. Ah ouais, là, c'est. Mais là, on est dans l'espace. Ouais, c'est parce qu'en fait, un jour, ils ont dit, tiens, on va implanter ça. Et puis, bah, il y a un coteau où il y a des huchons. Ouais, ils font des choses, les Espagnols. Hein. Ça bouge. Quand tu vas le Fly Shop ou Cuna, tout ça, là, ça bouge. Hein. Les dernières années, c'est beau à voir. Hein. Bah, en fait, oui, ils essayent de promouvoir la pêche chez eux. Après, c'est vrai que c'est pas mal. Pourquoi est-ce que chez eux, il y a plus de poissons que chez nous? J'en sais rien. Mais c'est vrai que là-bas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poissons dans la rivière. Bah après, on revient sur des discussions tarte à la crème, mais qui sont souvent vraies. Comme je dis tarte à la crème, quand on dit souvent, oui, aux USA, en Mongolie, il y a plein de poissons parce qu'il n'y a pas de densité de population. Est-ce qu'au final, c'est pas le seul débat, quoi? Parce que comme ça, tu touches pas à la ressource. Parce que des fois, on a débattu des heures là, dans Parole de Moucheur là-dessus sur la gestion. Mais c'est vrai que le fait, comme tu l'as dit, pas de densité de population, bah on le sait, quoi. Tu vas en Laponie, en Mongolie, c'est le facteur. Ouais, après, je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de gestion. En fait, je pense que de toute façon, voilà, tu vois, en France, l'environnement, on en parle. Mais bon, quand tu vois qu'on nous impose d'avoir des véhicules électriques, une batterie lithium, c'est 1 million de litres de flotte pour faire une batterie lithium et qu'on te dit que c'est bon pour l'environnement. Tu vois, je pense que l'environnement, en fait, on a strictement rien à branler en France. Sans vouloir rentrer dans le débat, hein, mais après, il y a le problème qu'on a aussi chez nous, c'est que on a des rivières qui chauffent de plus en plus. Donc, de toute façon, la truite laisse de plus en plus sa place aux cyprinidés ou aux poissons, aux espèces de poissons qui s'adaptent. Et comme je te dis, en fait, en Espagne, toutes les rivières qu'ils ont, c'est des tailwaters, en fait. C'est que des rivières qui découlent des barrages. Et puis là, pour le coup, tu vois, c'est pas... Ils ont un stock d'eau fraîche tout le temps, à disposition et puis basta, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, la Dordogne. C'est ce que j'allais dire, ce que tu me elle dis se là. porte très bien, tu vois. C'est copier-coller sur la Dordogne à cause des barrages, quoi. Bah, et puis après, en fait, il y a d'autres endroits où ça pourrait être génial, tu vois, la basse rivière d'Ain. Mais la basse rivière d'Ain, EDF, ils en ont rien à branler, quoi, tu vois. Donc, bon, bah, il y a des poissons qui crèvent. Après, comme je dis, de toute façon, voilà, on a ce qu'on a. Je pense qu'il y a quand même des APPMA qui se démènent pour restaurer les milieux. Qu'est-ce que tu veux? Enfin voilà, je pense que c'est un débat compliqué. En plus, enfin tu vois, je suis pas hydrobiologiste, je suis pas ichtyologue. Je vais pas débattre là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis, c'est compliqué à expliquer. Parce qu'en fait, nous, en France, on a des rivières magnifiques avec une densité de poissons qui est quand même amoindrie. Alors, on a forcément le problème des cormorans qui sont protégés et qui, je pense, font beaucoup de mal, surtout dans les rivières de l'Est, où il y a beaucoup moins de poissons qu'avant. Déjà à cause des diverses pollutions et du fait que l'eau se réchauffe. Après, voilà, je pense que de toute façon, en fait, on a ce que la nature est en capacité de produire. Point. Après, on reviendra sur la gestion après dans une autre partie, mais je voudrais continuer notre voyage sur un territoire que tu connais bien, et là où pour le coup il y a encore une gestion différente et qui marche apparemment, qu'est la Slovénie. Et alors, on fait juste un petit teaser, on va pas encore parler thématique Huchon, parce que celle-là, elle est grosse. J'aimerais qu'on parle de la Slovénie sous l'angle des Marmorata que tu connais, donc sûrement Idriška, Socha. Parle-nous maintenant, cette Slovénie-là, comment tu pêches les marmots, comment tu as connu ça et comment tu approches tout ça en Slovénie, quoi. Ouais. Alors, sachant que tu n'es pas trop fan d'ombre, apparemment, donc parlons de trucs Marmorata. Pas trop. Les ombres, ça me gonfle vite, en fait. Mais ouais. Parce que moi, j'aime bien les poissons
Tu vois, j'aime pas passer 3 heures sur un poisson. Le poisson, il veut pas mordre, il veut pas mordre. Tu vois, à un moment donné, je vais pas rester dessus. Donc, ouais, les marmoratas. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la Socha. Parce que je trouve que déjà, cette rivière, elle est magnifique. Donc, j'ai fait la haute Socha, j'ai fait le milieu, j'ai fait un peu le bas vers Mosna Sochi, tout ça. Euh, le haut de la Socha, c'est très beau. Ça, c'est le parc du Triglav, c'est ça? Non, c'est vers Trenta. C'est Ok. la source de la Lepena, la Socha, etc. Et donc ces rivières-là, déjà elles sont très très belles. Alors oui, il y a beaucoup de lâchers, parce que en fait c'est des endroits qui sont très beaux, donc là où il y a une beaucoup plus grosse pression de pêche, sachant que là-bas les gens ont le droit quand même de garder des poissons, parce qu'en fait il y a des permis en vente en catch and release et des permis en vente en catch and take. Et en fait moi j'aime bien faire toutes les parties qui sont chiantes d'accès. Tu vois, faut marcher 3 quarts d'heure pour aller à la rivière, ça c'est mon truc. Tu vois. Ah ok, je croyais que justement en Slovénie, tu garais la voiture partout malgré les enrochements et que t'arrivais. Non, il y a quand même Oui, il y des a des trucs où il faut endroits où se il faut casser le marcher. cul. Ouais, ouais. Et en Ok. fait, les endroits où il faut marcher, bah là au moins t'es quasi sûr que tu vas tomber sur des poissons qui sont sauvages ou pour les arcs ensauvagés, quoi. Et là, on rentre sur un système de pêche où effectivement, bah, tu feras pas 25 poissons dans la journée. T'en fais 10, 12, 15. Par contre, voilà, c'est pareil, il faut un moment d'activité. Tu vas te pointer, il y a rien. Et d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, des fois tu vois même pas d'éclosion, et d'un seul coup, tu as 50 truites devant toi, et c'est que des marmoratas entre 40 et 70, 80. D'accord. Ouais, Attends, on fait une petite pause technique de caméra et on continue sur la Slovénie. yes.